Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité 2024, année de la réforme bancaire dans le cadre d'une nouvelle approche globale décidée hier par le président de la République lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidé. Le président de la République a affirmé par ailleurs que la dimension de solidarité de l'État demeurait un principe constant. Les détails dans un instant. Actualité parlementaire, séance plénière aujourd'hui consacrée à la présentation et au débat du projet de loi de finances 2024 à l'Assemblée populaire nationale. Quatrième et dernier jour de la trêve humanitaire à Gaza, des échanges de prisonniers devraient avoir lieu aujourd'hui. Une trêve qui a révélé l'ampleur du grand massacre qui a fait 15 000 martyrs, en plus de dégâts massifs aux infrastructures et aux habitations. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec la réunion du Conseil des ministres tenue hier et présidée par le président de la République. Le président de la République a affirmé que l'année 2024 sera l'année de la réforme bancaire profonde dans le cadre d'une nouvelle approche globale. Il a par ailleurs enjoint au gouvernement de surseoir à l'approbation du projet de loi régissant les activités minières et l'introduction davantage de facilitations en matière d'octroi du foncier industriel. Le président de la République a affirmé que la dimension de solidarité de l'État demeurait un principe constant. Le compte rendu de la réunion avec Melika Belal. L'année 2024 sera l'année de la réforme bancaire profonde dans le cadre d'une nouvelle approche globale, selon le président de la République, qui a mis l'accent sur l'impératif de placer la réforme du système bancaire dans le cadre d'une approche intégrée, captant les fonds circulants en dehors du circuit bancaire. Le même sillage et commentant l'exposé relatif à l'ouverture du capital de deux banques publiques, le président de la République a relevé l'impératif de prendre en ligne de compte lors de l'opération d'ouverture du capital de ces deux banques publiques, à savoir le Crédit populaire algérien et la Banque de développement local, les méthodes de gestion modernes, d'autant que l'opération vise à associer le secteur privé dans la gestion de ces importants établissements financiers. L'ouverture du capital des deux banques doit stimuler l'investissement et le marché de l'emploi, ces deux établissements devant s'ériger en modèle pour les institutions financières en matière de prestations de qualité supérieure et d'efficacité, a préconisé le président de la République. Concernant le projet de loi régissant les activités minières, le président de la République a affirmé que les mines figuraient parmi les secteurs stratégiques de l'Algérie, enjoignant au gouvernement de surseoir à l'approbation du projet de loi afin de l'enrichir davantage et associer les spécialistes et experts en prévision de l'ouverture de cette activité à l'opérateur algérien. D'autant que le pays connaît une dynamique dans le nouveau tissu industriel et en mesure d'exploiter cette richesse et d'augmenter sa rentabilité dans le cadre du processus du développement national. Par ailleurs, et après avoir suivi un exposé sur les modalités d'octroi du foncier industriel destiné à la réalisation de projets d'investissement, le président de la République a instruit le gouvernement d'introduire davantage de facilitation dans le système de fonctionnement de l'agence spécialisée dans l'octroi de ce type de foncier, loin de toutes les complications administratives et bureaucratique. L'objectif étant de lutter contre la corruption et de faciliter les missions des opérateurs économiques. Il a également ordonné d'introduire parmi les missions de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement les propositions d'assiettes foncières relevant aussi bien du secteur privé que du secteur public, leur préservation et leur gestion dans le cadre d'une vision véritablement économique à même d'accélérer l'investissement. Concernant l'évaluation de l'opération d'indemnisation des marins pêcheurs sinistrés suite aux intempéries survenues dans la wilaya du Tipaza, le président de la République a affirmé que l'État n'abandonnera pas ses enfants dont les biens ont été détruits dans des circonstances de force majeure engendrées par des catastrophes naturelles et que la dimension de solidarité de l'État demeurait un principe constant. Le président de la République a ordonné dans ce sens de trouver les mécanismes juridiques pour garantir la prise en charge de ces cas à l'avenir, notamment à travers les compagnies d'assurance et les instances chargées de superviser ces activités artisanales.
Comme on vient de l'entendre, le président de la République a ordonné d'introduire davantage de facilitations quant à l'octroi du foncier industriel destiné à l'investissement, un des plus importants volets sur lesquels se penchent les autorités depuis des mois pour se faire un large programme national de création et d'extension de zones d'activité industrielle a été lancé. Exemple ce matin à El Mriyar, Wilaya, où plusieurs projets sont en cours. Amélie Siridir. Les autorités locales d'El Mriyar s'emploient actuellement à réunir toutes les conditions pour créer un climat attractif pour les investisseurs, à travers notamment le lancement d'opérations d'assainissement du foncier industriel, d'expansion des zones d'activité existantes et leur aménagement extérieur. On accueille différents projets d'investissement multisectoriels, à l'instar des industries alimentaires, les matériaux de construction et les services. Nous avons consacré un foncier industriel composé de 156 assiettes exploitables prêtes à accueillir les nouveaux projets d'investissement. Dans cet environnement propice où règne une forte compétitivité, les investisseurs mettent les bouchées doubles afin d'améliorer leur productivité pour répondre à une demande locale et nationale en constante croissance et aspirent à se positionner sur les marchés internationaux. Certains ont déjà pu s'y frayer un chemin. On exporte vers plusieurs pays, dont la Russie et l'Ukraine, la Mauritanie et le Kazakhstan. Grâce aux facilitations accordées par l'État, on compte pénétrer de nouveaux marchés internationaux. Il y a beaucoup de facilitations de la part de l'État. Il nous encourage à travailler davantage pour présenter un produit algérien de qualité. Le Mriyar ouvre donc grandes ses portes aux investisseurs pour contribuer pleinement à la relance économique nationale. Divers projets y ont vu le jour, créant des richesses et des emplois. D'autres, récemment avalisés, seront lancés à très court terme en vue de satisfaire les besoins de la région et du pays en divers produits, diversifier les revenus économiques et réduire la facture d'importation. On vous emmène à présent à Boussa. Dans cette huilerie moderne, en plus de la production d'huile d'olive extra vierge de grande qualité, l'unité revalorise les grignons pour en faire du charbon actif, une contribution à la préservation de l'environnement. Reportage Mejda Jahmoun. Venus tout droit des oliveraies de Boussaada, ces olives fraîchement cueillies ne vont pas dépasser les 72 heures pour être triturées. Le Mdjid veille de près sur la préparation de l'huile d'olive extra vierge. L'expertise et le savoir-faire qu'il a acquis depuis 2009 lui ont permis de produire une huile d'olive d'exception. Et le climat de Boussaada joue un rôle déterminant dans la qualité du nectar. Premièrement, c'est une terre vierge, elle est riche. Deuxièmement, elle est ensoleillée. Et le soleil, très ensoleillé, le soleil a un grand effet sur la qualité d'huile. Il est ensoleillé, il n'y a pas d'humidité. Alors on trouve que l'huile d'olive de la région elle est très importante, elle est classée même mondialement. Et pour garder toute sa saveur, l'huile d'olive doit être conservée dans des conditions bien précises. En principe, la meilleure façon de garder l'huile en bonne qualité, ils doivent être dans des récipients en inox ou en verre, et non exposés à la lumière ni à la chaleur. Pour que la valeur nutritive, c'est la même. Mais ce n'est pas simplement l'histoire d'une huile raffinée, c'est aussi celle de l'exploitation écologique avec zéro déchet. Dans cette unité, les déchets sont revalorisés et transformés en charbon actif. Ainsi, cette huilerie devient un acteur majeur dans la préservation de l'environnement. Généralement, le grignon d'olive, on les jette. Et c'est polluant, que ce soit pour la nappe phréatique, la nappe d'eau, que ce soit pour l'environnement. Alors j'ai pensé, pourquoi pas, on récupère cette richesse. Oui, je dis bien, c'est une richesse. Alors j'ai commencé à faire l'expérience, j'ai réussi à faire un charbon qui peut durer 6 heures. Et en même temps, on veut sauver la forêt, parce que généralement le charbon utilisé dans les restaurants et tout ça, l'origine c'est la forêt, et tout. Quand on domine avec ce charbon-là, on arrête ce massacre dans l'environnement.
Chaque bouteille d'huile d'olive devient ainsi le témoin d'une tradition préservée et d'une vision moderne de l'agro-industrie où le respect de la nature se conjugue harmonieusement avec l'excellence du produit. Actualité parlementaire, l'Assemblée populaire nationale tient aujourd'hui une séance plénière consacrée à la présentation et au débat du projet de loi de finances de l'exercice 2024. Le débat général autour du PLF 2024 se poursuivra demain avec la programmation mercredi des interventions des présidents des groupes parlementaires suivies de la réponse du représentant du gouvernement, le ministre des Finances, aux préoccupations des députés. La cause palestinienne sera au cœur d'une conférence internationale à partir de jeudi, organisée par l'Algérie dans le but de rappeler son soutien constant et indéfectible au peuple palestinien et mobiliser la communauté internationale contre les attaques et le génocide commis à Gaza, une volonté du président de la République qui a appelé à une action devant la CPI. Les délégations participantes à cette conférence ont commencé à affluer à Alger. Je vous invite à écouter ces propos recueillis par Houda Rouabah. Cette rencontre qui aura lieu à l'initiative de l'Algérie libre, connue pour ses valeurs et que nous remercions, n'abordera pas que les aspects politiques. Il s'agit d'une rencontre juridique censée examiner les mécanismes permettant d'engager des poursuites judiciaires contre ceux qui ont commis des violations contre le peuple palestinien. C'est dans ce genre d'événement que nous apprenons beaucoup du peuple algérien qui a fini par vaincre et devenir un pays fort. Je crois qu'au niveau du monde arabe, l'initiative algérienne est la première sur le plan régional visant à réunir les experts et les spécialistes. Je remercie l'Algérie, ses dirigeants et son peuple pour son soutien indéfectible à la cause palestinienne. L'entité sioniste est de plus en plus fragilisée, et ce sur tous les plans, militaires, politiques et juridiques. En tant que juristes et hommes de loi, nous avons un seul et même objectif, celui de mettre à nu l'agresseur et l'oppresseur sioniste devant les tribunaux et devant la Cour pénale internationale pour répondre de ces crimes de guerre et de ces crimes contre l'humanité. En organisant cette rencontre, l'Algérie nous permet d'effectuer le premier pas dans la mise en place d'une feuille de route pour la formation de groupes de travail juridiques, regroupant les participants à cette rencontre, à l'instar de la Jordanie et d'autres pays arabes qui croient en la cause palestinienne et qui estiment qu'il est temps que l'entité sioniste rende des comptes. Nous sommes de tout cœur avec le peuple palestinien, dont nous partageons la peine et la souffrance induite par les violations qu'il subit, les crimes de guerre et le génocide dont il fait l'objet. Nous saluons le peuple algérien pour sa position en faveur de la Palestine et du peuple palestinien. Le peuple algérien qui, comme tout le monde le sait, est un exemple pour les peuples du monde entier en termes de sacrifice et d'abnégation. Et nous, en tant que juristes, avocats et magistrats, militants des droits de l'homme, la seule arme dont nous disposons pour combattre l'entité sioniste est la justice. Nous allons donc utiliser cette arme judiciaire pour poursuivre cette entité dans les cours pénales internationales. Dans le cadre des efforts incessants pour la mise en œuvre de cette initiative, de nombreux participants venus de pays arabes prennent part à cette session. Nous les avons accueillis et d'autres participants sont attendus. L'Algérie, avec l'Union nationale des ordres des avocats, le syndicat des magistrats et des militants des droits de l'homme, sont aujourd'hui déterminés. L'Algérie est le pays des martyrs, l'Algérie qui soutient toutes les causes justes, à leur tête la cause palestinienne. Et donc, les recommandations attendues de cette conférence, c'est le dépôt d'une plainte contre l'entité sioniste et ses dirigeants auprès du procureur général de la Cour pénale internationale. La situation à Gaza, en pleine agression contre le peuple palestinien, l'entité sioniste alloue de nouveaux fonds pour construire plus de colonies illégales. Les territoires palestiniens occupés, c'est ce qui a fait réagir le haut représentant de l'Union européenne, Joseph Borrell, qui s'est dit choqué et affirme que les colonies constituent une grave violation du droit international humanitaire, affirmant que cela n'a rien à voir avec l'autodéfense. Les forces d'occupation sionistes qui mènent une agression sanglante depuis le 7 octobre dernier contre la bande de Gaza et la Cisjordanie, faisant 15 000 martyrs et plus de 35 000 blessés, est en train d'empêcher
empêcher 1,7 million de Palestiniens évacués de force de regagner leur maison durant la trêve humanitaire entrée en vigueur vendredi. Selon les autorités palestiniennes, l'armée sioniste a largué 40 000 tonnes d'explosifs sur Gaza depuis le début de l'agression meurtrière contre l'enclave palestinienne le 7 octobre dernier. Quatrième et dernier jour de la trêve humanitaire à Gaza qui pourrait être prolongée. Des échanges de prisonniers devraient avoir lieu aujourd'hui. Les prisonniers palestiniens libérés hier ont révélé avoir été sévèrement réprimés, soumis à des fouilles excessives et aspergés de gaz. Certains ont été isolés dès le premier jour de leur arrestation. Yasmine Saudi. 39 Palestiniens, tous âgés de moins de 19 ans, ont été libérés de prison dimanche en échange de 13 détenus relâchés plus tôt par la résistance palestinienne. Des bus sont sortis de la prison d'Aoufr en Cisjordanie occupée, où les 39 Palestiniens avaient été transférés avant leur libération. Dans un communiqué, la résistance palestinienne a déclaré avoir libéré 16 otages conformément à l'accord de la trêve humanitaire. Les brigades Al-Qassam ont remis à la Croix-Rouge le 3e groupe d'otages. Sur ces images, les otages détenus par la résistance palestinienne arborent des tenues soignées, témoignant d'une attention particulière portée à leur égard. Souriant aux caméras, aucun des détenus ne semble avoir été maltraité ou soumis à un traitement en violation du droit humanitaire international concernant les détenus et les prisonniers de guerre. En revanche, les prisonniers palestiniens détenus par l'entité sioniste n'ont pas eu droit au même traitement. Leur détention a été marquée par des brutalités et des massacres. Les rapports font état de conditions de vie inhumaines, de violations flagrantes des droits de l'homme et de violences systématiques au sein des prisons de l'occupation. Les conditions étaient très dures. Le comportement des surveillants de la prison était brutal. Il y a des prisonniers qui ont perdu la vie. Ils étaient âgés de 10 et 13 ans. Qu'ont-ils fait de mal pour mourir ainsi? Les prisonniers ont été sévèrement réprimés, soumis à des fouilles excessives et aspergés de gaz. Certains ont été isolés dès le premier jour de leur arrestation. Ces derniers ont enduré des privations de diverses manières, en particulier en ce qui concerne la nourriture. L'administration leur a même confisqué les matelas, les laissant dormir à même le sol. L'armée sioniste a soumis les membres des familles des prisonniers relâchés à des interrogatoires musclés et ouvert le feu sur les déplacés du Sud qui tentaient de rejoindre le nord de Gaza. Coup d'envoi aujourd'hui de la deuxième édition du Trek Algeria Trail à Timimoun, un événement de trail running dans l'une des plus belles oasis du Sud qui borde l'ergue occidentale. Sid Ahmed Bouraïb. Ils sont là, bien arrivés à Timimoun pour relever le challenge sportif et par la même occasion, découvrir la beauté du désert algérien. Moi, c'est la deuxième année que je viens et j'ai trouvé que c'était vraiment très beau. Les gens sont très accueillants et ça fait vraiment plaisir de revenir dans la région de Timimoun pour la course. Pour cette édition, les organisateurs parient sur un succès. Donc effectivement, nous sommes à la deuxième édition du Trek Algeria Trail à Timimoun. La première édition s'était déjà déroulée de manière très parfaite. Et je crois que cette année, on a encore franchi un cran supplémentaire. Il y a la bonne température pour courir, il y a un accueil formidable. Et donc voilà, on est tous très contents, ça se voit sur les visages des participants. Et donc voilà, on est là pour une semaine, je pense, très agréable et très intense. Après le déjeuner et un bref repos, les coureurs se dirigent au sommet d'une dune pour admirer le coucher du soleil et siroter un thé au feu de bois dans une ambiance festive. J'en ai profité aussi, on a été à Alger, profité un peu de faire de tourisme à Alger. L'accueil a été vraiment exceptionnel à Alger, à Timimoun aussi. Les gens sont vraiment très sympathiques. Comment vous voyez هاد trois musiciens هادو راهم قدموا لنا واحد 3 اغنيات باللغه الامازيغيه باللغه المحليه الزناتيه على كل حال سي دي شونسون تراديسيونال كي بارل سور لي سوفرونس دي جون على côté de la femme على la nature على les prophètes على كل حاجه على كل حال. La journée de lundi sera réservée à l'apprentissage des techniques GPS.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.